Je vais ouvrir cette réunion. Donc, je vous souhaite la bienvenue en votre qualité donc, de maire de Castres de 1995 à 2001. Vous l'avez compris, votre audition nous intéresse donc, parce que vous étiez maire de Castres à une période où la liaison routière entre Toulouse donc, et la ville de Castres faisait l'objet de réflexions au niveau de l'État, de la région, mais aussi au sein de la commune de Castres et la communauté d'agglomération Castres-Mazamet. Les années 90 sont celles où ce projet a pris de l'ampleur, notamment de la nécessité d'arriver au désenclavement du bassin d'emploi Castres-Mazamet. Donc on a, je crois que vous avez reçu un certain nombre de questions de la part de Madame la rapporteure, qui prendra la parole en premier lieu, et puis ensuite successivement moi-même et les collègues qui sont connectés pourront vous poser un certain nombre de questions. Avant de commencer, de vous laisser la parole ou à Madame la rapporteure peut-être pour un propos introductif, je me permets de rappeler donc, que l'audition est publique, elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale et je me dois de satisfaire un certain nombre d'obligations, Monsieur Mandement, et notamment en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et vous devez le jurer. Je Voilà. jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, Monsieur le Président. Merci, monsieur Mandement. Je vais donner donc la parole à notre rapporteure, Madame Christine Arrigui. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour Arnaud. Je vais donc intervenir brièvement. Donc, je remercie Arnaud Mandement de venir devant nous ce matin, bien entendu. Cette audition nous sera extrêmement utile pour comprendre la genèse de la 69. Alors, cette table ronde du 27 février précédente donc, nous a fait comprendre le poids de l'État dans ce dossier. Et donc, dans les années 90 et au début des années 2000, certains, manifestement, étaient en faveur de l'élargissement de la route nationale avant la décision de l'État de recourir à une autoroute concédée, principalement, semble-t-il, à ce stade. Semble-t-il à ce stade. Il faut fermer les micros. Je ne sais pas qui c'est qui a le même micro ouvert. Le collaborateur de Madame Hérodi, s'il vous plaît, qui a son micro ouvert. Bon, mais s'il ne parle plus, ça sera bon. Et donc, semble-t-il à ce stade, pour une raison budgétaire. Alors, l'audition de ce jour a principalement pour objet de nous éclairer sur le rôle et la position de la ville de Castres dans les années 90, de nous expliquer les motivations profondes de ce projet et de nous relater, et c'est à ce sens que votre audition est extrêmement intéressante, les relations que vous entreteniez avec l'État, le département et la région dans les conduites des phases préparatoires de ce projet. Et en particulier, une question à ce stade qui est: estimez-vous rétrospectivement avoir disposé à l'époque de toute l'information nécessaire pour fonder votre conviction et évidemment les votes de votre exécutif? J'aimerais également que cette audition détermine si à l'époque, les préoccupations environnementales et de sauvegarde de l'agriculture étaient présentes à cette période. Quand je dis sauvegarde de l'agriculture, c'est en relation évidemment aux exploitations agricoles et donc en effet la question évidemment de souveraineté alimentaire. La notion de développement durable apparaissait de manière croissante dans le débat public. Il serait intéressant de savoir si les décideurs publics à l'époque l'avaient à l'esprit. Si je pose cette question, c'est pour analyser si la modernisation de cette liaison routière correspondait à une véritable stratégie d'aménagement du territoire, conciliant activité humaine et préservation des espaces agricoles et naturels. Alors, on vous a envoyé un questionnaire préparatoire à cette audition. Alors, je vous remercie à l'issue de la commission de transmettre les observations écrites qui n'auraient pas pu être faites dans le cadre de ces échanges qui se veulent évidemment libres et ouverts. Et j'arrête ici et évidemment, j'interviendrai si nécessaire après vos interventions. Merci. Bonjour. Donc, bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Madame la rapporteure. Nous nous connaissons avec Christine Arrigui puisque nous avons en commun Ramonville, notamment son conseil municipal, dont j'ai été membre pendant quelques années. Je vais, si vous voulez bien, articuler mon propos liminaire en 4 ou 5 points. Excusez-moi.
Et je vous préciserai ensuite toutes les questions que vous m'avez posées et sur lesquelles je vous amènerai les éléments de réponse. D'abord, je voudrais vous préciser que je suis professionnellement météorologue. Ça veut dire que les enjeux du climat et tout ce qui tourne autour, depuis 1982, ont été au cœur de mon activité professionnelle. Deuxième élément, j'ai été élu pour la première fois en 1988 en tant que conseiller général, conseiller municipal en 89, réélu en 94 conseiller général, vice-président, maire de Castres en 95 et battu en 2001 sur les 2 mandats. Pendant cette période de 95 à 2001, et c'est aussi un élément d'éclairage, j'ai été parmi les premiers membres de la nouvelle Commission nationale de débat public. Donc pendant 3 ans, j'ai siégé au sein de la CNDP nationale et j'ai d'ailleurs à ce titre été nommé comme président d'une commission particulière lorsqu'il s'est agi de réfléchir en 2003 au barrage de Charlas entre Saint-Gaudens et le Gers. Cette présentation étant faite, je voudrais faire un petit peu d'archéologie historico-administrative et politique. D'abord, rappeler un élément qui est très important, qui est celui du Tarn face à l'exode rural. Vous allez dire, mais maintenant il remonte loin, mais vous allez voir pourquoi je fais ce préambule. La plupart des départements de la région Méditerranée, à l'exception de la Haute-Garonne, ont perdu une grande quantité de la population dans le courant du XXe siècle. Si on prend les chiffres entre 1900, je ne parle même pas des chiffres après la guerre, après la Première Guerre mondiale, jusqu'en 2000, des départements comme l'Ariège, comme le Gers, comme l'Aveyron ont perdu quasi entre le tiers et la moitié de leur population. Le département du Tarn n'a pas perdu d'habitants au cours du XXe siècle. Pourquoi ? Il n'a pas perdu d'habitants parce que le département du Tarn avait une caractéristique, aussi bien autour du bassin d'emploi d'Albicarmo que de celui de Castres-Mazamet, d'être un territoire industriel. Territoire industriel, ce qui fait que l'exode rural s'est matérialisé par le départ des habitants des zones de montagne, qu'il s'agisse des monts de Laconne ou des monts d'Alban ou du Ségala-Tarnais, de la montagne noire bien sûr, en direction des plaines où on trouvait du travail dans les industries manufacturières. Donc le sud du Tarn en particulier, c'est de lui dont je parlerai, a été une zone d'accueil des habitants et ce territoire était un territoire où existait une industrie manufacturière extrêmement importante puisque, le chiffre va vous parler, je pense tout de suite, il y avait en 1987 12 000 emplois dans l'industrie du textile, bélénage, habillement, bonnetterie, tricotage et autres. Donc, toute l'industrie du textile, plus de 12 000 emplois, partagés d'ailleurs assez équitablement entre emplois masculins et emplois féminins, ce qui était une caractéristique également du sud du Tarn. Pour vous donner la comparaison, en 2020, donc un peu plus de 30 ans après, il y a 1000 emplois dans le textile. Ça veut dire qu'on est passé de 12 000 emplois à 1000. On a divisé par 12 le nombre d'emplois dans le textile. On ne mesure pas aujourd'hui ce qu'a été la saignée industrielle du sud du Tarn, notamment à travers la question économique et de la suppression évidemment de l'industrie textile. Démographiquement, cela aboutit à quelque chose qui a été très lourd. Lors du recensement de 1968, la ville de Mazamet a 16 000 habitants, 16 171 exactement. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Ça veut dire qu'une ville de 16 000 habitants a perdu 6 000 de ses habitants, quasiment un peu plus d'un tiers de sa population, ce qui est évidemment énorme. La ville de Castres avait 46 000 habitants en 1975, elle en a 42 000 aujourd'hui. Donc, ces territoires sont des territoires qui ont, à partir des années 70-80, connu une déprime industrielle très forte qui a conduit à une déprime démographique. C'est un élément important et c'est dans ce contexte que se pose à ce moment-là la question des infrastructures. Mais la question des infrastructures, il faut aussi la relier à un certain nombre de décisions de l'État. Ces décisions ont été fondamentales parce qu'elles ont fabriqué au sud du Tarn une zone enclavée. En 1972, nous avons une ligne ferroviaire qui est fermée, qui allait de Castres à Montpellier. Ligne ferroviaire. Il y avait une ligne ferroviaire qui allait de Castres à Castelnaudary.
il y avait une ligne ferroviaire fermée en 1966 qui allait de Castres à Albi. Il y avait par ailleurs, jusqu'en 1962, un petit train, une ligne ferroviaire, qui alimentait la zone de montagne qu'on appelait le petit train de la Cône. Donc nous étions à Castres, avec plus de 700 emplois à la SNCF, nous étions sur un nœud ferroviaire. Ce nœud ferroviaire s'est vu amputé progressivement de l'ensemble de ces barreaux, au point qu'il ne reste plus aujourd'hui qu'une ligne de chemin de fer qui va de Mazamet à Toulouse via Saint-Sulpice. Donc on voit tout de suite ces éléments structurels qui ont fabriqué un isolat. Cet isolat, il n'était pas en soi un problème tant que l'industrie textile était florissante. En gros, le discours qu'on connaît bien et qui relève d'un élément que chacun a en tête, pour vivre heureux, vivons cachés. Après tout, pourquoi aller se préoccuper de ce qui se passe ailleurs, puisqu'on vit entre soi et que l'on vit bien. Avec des situations paradoxales. Un sud du Tarn qui communiquait avec le monde entier, je dis bien avec le monde entier, au point que plusieurs rues de Mazamet s'appellent rue de l'Australie, rue de la Nouvelle-Zélande, etc. Que Mazamet avait un comptoir de la Banque de France qui était parmi les plus puissants de France, je dis bien, que Mazamet encore, je n'ai jamais été maire de Mazamet, mais je me parle quand même, exportait, voyait passer quasiment les 3/4 des pots exportés dans le monde, des pots de moutons exportés dans le monde, les 3/4 transités comptablement par Mazamet. Donc, on avait un territoire qui était prospère, qui était capable de communiquer avec l'Écosse pour le fil, qui était capable de communiquer avec la Nouvelle-Zélande ou l'Australie pour les peaux de bêtes et les peaux de moutons, mais qui n'avait que peu de relations avec Toulouse, avec Béziers, ou avec Albi, ou avec le sud et Castelnaudary. C'est dans ce contexte que le grand débat sur les infrastructures à la fin des années 70 a surgi, au moment où, autour de Toulouse, s'est construit progressivement un réseau routier, puis autoroutier, avec une vocation finalement de desservir cette capitale régionale qui n'allait avoir que croissance, qui continue aujourd'hui à n'avoir que croissance. Un contexte très particulier, la liaison entre Toulouse et Narbonne. J'insiste sur cette liaison parce que cette liaison, elle a eu un impact considérable sur ce qui s'est passé ensuite. Lorsqu'il s'est agi de traverser Castelnaudary, vous allez dire, mais demain, il faut avoir un petit peu la carte de la région. Je m'en excuse auprès de celles et ceux qui ne sont pas parlementaires de la région. Mais lorsqu'il s'est agi d'aller de Toulouse à Narbonne, un choix a été donné à l'État de passer au nord ou au sud de Castelnaudary. Les Ariégeois se sont mobilisés pour que l'autoroute A61 passe au sud de Castelnaudary. J'insiste là-dessus. Ce qui fait que le contournement de Castelnaudary est passé assez loin au sud et de fait s'est éloigné du Tarn. Toute différente aurait été la situation si ce barreau autoroutier était passé au nord de Castelnaudary et à partir de là, la liaison naturelle de Castres vers Toulouse serait passée par Castres, Soile, Revel et derrière, bien évidemment, Castelnaudary, l'autoroute et l'autoroute A61. À partir de cette situation et de ce constat, surtout celui de la crise industrielle, arrive la réflexion sur les stratégies qui vont être à mettre en place autour de cette décroissance industrielle. Comment répondre à cette crise de l'industrie? Nous avons à l'époque réfléchi de plusieurs manières. À partir de 1982, je ne suis pas encore élu, mais j'ai bien connu cette histoire-là, puisque j'étais déjà en politique. Jean-Pierre Gabarou, à l'époque député maire de Castres, crée ce que l'on appelle un comité de bassin pour l'emploi. Les comités de bassin, au début des années 80, sont des structures associatives qui ont vocation à rassembler dans une même assemblée des acteurs économiques, sociaux et politiques du territoire. Le comité de bassin pour l'emploi du Sud du Tarn a été un outil formidable au service d'une réflexion collective qui dépassait le cadre communal pour aller vers une réflexion de niveau territorial, et en l'occurrence le Sud du Tarn. Au sein de ce comité de bassin siégeaient 3 types de partenaires. Les élus, les maires, les conseillers généraux, conseillers régionaux, les parlementaires. Siégeaient les organisations patronales, les chambres de commerce et d'industrie, et je dis bien les chambres de commerce et d'industrie,
puisque le poids économique du Tarn était tellement important au sud, notamment, du Tarn, qu'il y avait dans le Tarn 3 chambres de commerce et d'industrie, une à Albi, une à Castres et une à Mazamet. C'est dire, si vous voulez, quel était le rapport de force économique à l'époque sur ce territoire. Ces acteurs étaient également rejoints au niveau des organisations patronales par la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Et troisième type d'acteurs, les organisations syndicales. Et notamment, parmi ces organisations syndicales qui ont choisi d'être présentes au sein du comité de bassin, essentiellement la CGC, Force ouvrière, mais surtout la CFDT, dont le poids en représentation, notamment au sein de l'industrie textile, était fondamental. La CFDT était de toutes les organisations syndicales celle qui était le mieux représentée au sein des entreprises textiles. Donc, la CGT n'a pas souhaité participer à ces travaux, et à l'époque, la Confédération paysanne n'existait pas, et la FDSEA, ou son équivalent de l'époque, était présente dans les chambres d'agriculture. Donc, on avait ces acteurs-là qui ont réfléchi à quelle réponse apporter à la question de la déprime économique. La question, elle devient très vite sur plusieurs niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est ce que j'appellerais une stratégie territoriale intégrée. Comment protéger l'industrie textile? C'est un plan textile, c'est le lien à la Fédération de l'industrie textile Sud, c'est la nomination des monsieur textiles au sein de la région, c'est derrière la réflexion également menée entre les différents territoires textiles dans le cadre des négociations des accords du GATT, ce qu'on appelait le GATT à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce, et où notre représentant national, et vous l'avez connu, s'appelait Pascal Lamy. Donc, à ce titre, en tant que maire de Castres, en tant que président du comité de bassin, puisque je le suis devenu à partir de 1995, nous avons été amenés à réfléchir à cette réflexion sur le devenir du textile. Mais c'était très compliqué parce que, globalement, la mondialisation libérale a amené, et il faut dire les choses comme elles sont, la suppression des droits de douane dans le domaine des importations de textiles, notamment venant du Maghreb, mais ensuite, très vite, du Sri Lanka, de l'Inde et puis de la Chine. Et la suppression et l'abaissement de ces droits de douane a conduit au fait que la France vendait des Airbus et vendait les centrales nucléaires et en échange sacrifiait son industrie textile. Les choses se sont passées comme ça. Et évidemment, au moment du Covid, on a regretté de ne plus avoir d'industrie textile capable de fabriquer des masques. Donc, cet élément-là, un plan textile, comment amener les entreprises textiles qui étaient sous-capitalisées, qui étaient avec des niveaux de rentabilité très faibles, objectivement, on n'y est pas arrivé, on a fait de gros efforts, on n'y est pas arrivé. Deuxième axe de développement, le développement universitaire. Je cite cet élément-là parce qu'il était très important. Lorsque je suis élu maire en 1995, 95% de la recherche publique de la région Midi-Pyrénées est basée sur Toulouse. Je dis bien 95% de la recherche publique. Ça veut dire que Toulouse et sa périphérie concentrent tout ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de recherche au détriment, en tout cas à la place des territoires périphériques. Ces territoires périphériques, c'est aussi bien Rodez-Albi, Castres, bien sûr, que Montauban, que Auch, que Foix ou que Tarbes. Donc, c'est la réflexion sur le développement universitaire, c'est de dire qu'il nous faut avoir une stratégie de développement qui nous permette de réfléchir et d'acter vers quelle dimension nous pourrions aller. Et on s'est battu pour l'implantation, mon prédécesseur Jacques Timouzy, d'un premier département d'unité, moi pour 2 autres départements d'unité, dont un autour des services et réseaux de communication. Troisième axe de développement, il est important, ça a été les technologies d'information et de la communication. À l'époque, on parlait des autoroutes de l'information. Je trouve que l'image était très bonne, dans le sens où elle donnait le fait que pour un territoire donné, on n'arriverait pas à compenser assez vite les handicaps structurels qui étaient ceux de l'infrastructure physique pour l'amener vers une infrastructure numérique. Et Castres a été un des tout premiers territoires, avec ici les Moulineaux et Besançon, les partenaires, à développer un réseau à très haut débit qui d'ailleurs a été inauguré par le Premier ministre Lionel Jospin en 2000.
Donc, cette question des NTIC, elle a d'ailleurs abouti à une école d'ingénieurs aujourd'hui qui s'est implantée à Castres et qui avait été arbitrée lorsque j'avais négocié le contrat. Et puis le quatrième point, et c'est là qu'on en arrive à la question des infrastructures, c'est la réflexion sur les infrastructures. Comment faire que ce territoire qui était hors de la dimension physique des échanges, parce qu'il avait perdu finalement sa relation historique avec l'étranger, notamment à cause de la crise du délénage, si vous souhaitez tout à l'heure, la question ferroviaire, la question aérienne et la question routière. Sur la question ferroviaire, bien, nous étions face à un enclavement ferroviaire qu'il était difficile de contrecarrer. Plus personne, surtout l'État, ne voulait réouvrir des lignes de chemin de fer qui avaient été fermées. Donc, mieux que ça, des décisions terribles ont été prises puisqu'on a démonté les rails. On aurait pu accepter de les recouvrir pour ensuite faire émerger de nouveaux ces rails si un jour il avait fallu remettre ces lignes de chemin de fer. Non, on a enlevé les rails, on a fermé les tunnels et pour vous donner une idée, entre Castres et Bédarieux, en passant par Saint-Pons, c'est plusieurs dizaines de tunnels et autant de ponts qui avaient été construits à la fin du 19e siècle. Donc, difficulté par rapport à la question de l'infrastructure ferroviaire. Difficulté renforcée par le fait qu'il faut avoir en tête que le sud du Tarn, au-delà de la crise du textile, est un territoire de production. C'est un territoire industriel. On disait souvent, et ça a été vrai jusqu'au début des années 2000, le deuxième bassin industriel de Midi-Pyrénées. En 1982, il y a encore 40% d'emplois industriels sur le sud du Tarn. 40%. Qui couvrent des domaines très différents. J'ai beaucoup parlé du textile, mais il faut parler de la métallurgie, avec notamment des implantations comme aujourd'hui Comao, qui est une filiale sous-traitante de Fiat, usine de fabrication de machines-outils avec pratiquement 500 salariés, Valeo, qui est à côté de Pont-de-l'Arc, qui est usine de production, on connaît le groupe Valeo pour l'industrie automobile, l'industrie du granit, de la pierre, qui aujourd'hui couvre encore plus de 180 entreprises et plus d'un millier d'emplois dans le secteur du granit, l'agroalimentaire. Nous avons, je le rappelle, les deux plus gros abattoirs du sud de la France, l'un à Laconne pour le porc, l'autre à Castres, où pour ma part j'avais vendu en tant que maire au groupe Bigard pour la viande. Donc, le bois, bien sûr, l'industrie du bois, et il y a actuellement d'ailleurs un très gros projet sur le secteur de Brassac autour de la transformation du bois. Donc, toute matière qu'il était difficile de transporter par train dès lors que le ferroutage n'était pas développé. Et ça a été un élément extrêmement contraignant parce que l'un des gros enjeux, et vous l'avez compris, du désenclavement, ce n'est pas le désenclavement pour aller faire ses courses à Auchan, à l'entrée de Toulouse, ou à Carrefour à Portée-sur-Garonne, ou à Ikea, c'est le désenclavement pour aboutir au fait que le transport, et notamment le transport de la production du territoire, pouvait être réalisé dans des bonnes conditions. Et ça a été un élément, évidemment, qui a conduit à une réflexion sur la question routière. Les routes, nous avions un problème sur le secteur du sud du Tarn, c'est que comme on avait pris l'habitude de vivre isolé, chacun avait la sienne en fonction de ses intérêts particuliers. Il y avait ce qu'on appelait les sandouzistes, ceux qui étaient favorables à une liaison, je parle là jusqu'au milieu des années 90, ceux qui étaient favorables à une liaison vers le sud-est, Castres, Mazamet, Saint-Pons, Béziers, puis rejoindre l'autoroute A9. Vous avez ceux qui étaient favorables à la traversée de la montagne Noire. On a eu un temps un projet qui consistait à envisager Albicastre-Carcassonne en traversant la montagne Noire. Je pense qu'il y aurait quelques débats aujourd'hui si c'était ça le projet qui avait été retenu. Il y avait ensuite ceux qui considéraient que c'était l'axe tarnais, l'axe nord-sud qu'il fallait privilégier, la liaison entre Castres et Albi. Et puis il y avait la liaison vers Toulouse. Et là, chacun avait la sienne. Il y avait ceux qui allaient de Castres à Toulouse en passant par Lavore, ceux qui allaient de Castres à Toulouse en passant par Revel, ceux qui allaient de Castres à Toulouse en passant par Verfeil, ceux qui allaient de Castres à Toulouse en passant par Saucès.
Et donc, quand vous avez 4 routes pour mener à un endroit, vous n'en avez finalement aucune qui est prioritaire. Et ces 4 routes ont finalement été un élément de difficulté lorsqu'il s'est agi de négocier avec l'État le devenir de la RN 126, notamment dans sa traversée haut-garonnaise. Je rappelle que jusque tant que j'étais maire, la route nationale 126 faisait Soile, aujourd'hui on dirait Morez-Copom pour bien situer, c'est-à-dire la limite entre le Tarn et la Haute-Garonne, et ensuite partait en direction de Toulouse via Sossens et puis Quinfonsegré. La question de la modernisation de l'itinéraire entre Castres et Toulouse a été posée et il y a eu un travail réalisé par le Centre technique de l'équipement, le CETO, pour réfléchir à quelles pouvaient être les orientations. En 1988, mon prédécesseur, Philippe Devaux, malheureusement décédé il y a quelques semaines, mon prédécesseur négocie et obtient de l'État, ça de manière forte, en 1988, la réalisation d'un avant-projet sommaire d'itinéraire. Cet APSI, comme ça que ça s'appelait, va regarder comment on peut aller de Castres à Toulouse dans les meilleures conditions. Ce trajet, il est réfléchi en prenant en compte l'ensemble des problématiques qui sont posées. À l'époque, et ça répond indirectement à une question que vous m'avez posée tout à l'heure, Madame Arrigui, Madame la rapporteure, c'est les questions environnementales. Pourquoi? Parce que la loi sur l'eau, la loi sur l'air, la loi sur le bruit, la loi du pont, le fameux amendement du pont qui obligeait le décalage des zones d'activité industrielle des grandes infrastructures s'applique, et l'ensemble de ces éléments-là sont pris en compte. Et l'État se rend compte, écrit dans cette PSI, que 60% de l'itinéraire peut être aménagé sur place, mais que 40% de cet itinéraire doit faire l'objet de déviations. Ces déviations, on les connaît, ça a été la déviation de Verfeil, ça a été la déviation de Puylaurens, ça a été la déviation de Soile, et c'est ce qui s'annonce dans le cadre de l'entrée vers Castres, entre Castres et Soile, avec cette fameuse traversée de la commune de Saïs. Pendant quelques années, donc la PSI est réalisée en 1988, on est sur une route nationale et on est dans le cadre des contrats de plan État-région. C'est un élément fondamental parce que ces contrats de plan État-région sont l'élément structurant de la relation entre les collectivités, la région bien évidemment, l'Europe et l'État. L'État, maître d'ouvrage. Castres avait 2 problèmes à résoudre. Le premier, en matière routière. Le premier, c'était, on va y revenir, c'est la liaison entre Castres et Toulouse. Et le deuxième, qui est fondamental, c'est le contournement de Castres. Jusqu'à la fin des années 90, mais pratiquement jusqu'à la fin de mon mandat, les camions montant du sud vers le nord, ou traversant, venant de l'est vers l'ouest, venant du Sidobre, traversaient Castres. Quand vous étiez dans Castres, vous aviez les transports de blocs de granit qui traversaient le cœur de ville. Donc, on était dans des situations où il n'y avait pas de rocade à Castres, tout simplement parce que, reprenant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour vivre ils vont cacher, on s'était peu préoccupé des routes lorsque l'argent était encore un peu facile, et lorsqu'on a commencé à s'en préoccuper, eh bien, la question financière est devenue prégnante. Donc, Castres avait à résoudre son contournement, rocade sud, rocade ouest, rocade nord, contournement de Castres, qui d'ailleurs est désormais achevé, et puis avait à résoudre, bien sûr, la liaison vers Toulouse. Vers Toulouse, comment sort-on de Castres? Comment sort-on d'une zone urbaine en allant vers l'ouest? 2 cas, 2 options ont été posées, et l'État nous a dit il faut que vous y réfléchissiez entre vous dans le cadre de ce qu'on a appelé un dossier de voirie d'agglomération. En 1998, le DVA est réalisé. Ce DVA conclut au fait qu'il faut une voie nouvelle au nord de la zone industrielle de Melou et de la Chartreuse, c'est-à-dire une voie nouvelle en sortie de Castres qui relie la rocade, qui nécessite un pont supplémentaire sur la Goutte, qui va traverser la commune de Saïs et qui va se diriger vers Soile pour rejoindre ce qui est l'actuelle déviation de Soile.
Cet itinéraire nouveau, c'est un itinéraire qui est un itinéraire fondamental parce qu'il permet de faire une 2 fois 2 voies à carrefour dénivelé, sans possibilité d'entrée parasite sur les 2 fois 2 voies, sur la 2 fois 2 voies, et parce qu'il évite effectivement la dizaine de giratoires qui auraient été nécessaires pour l'amélioration de l'infrastructure. On parle d'une voie sur laquelle, aujourd'hui encore, il y a entre 25 000 et 28 000 véhicules par jour en sortie de Castres. Donc, il faut imaginer la situation qui est celle de la sortie de Castres vers l'ouest et ce qui était nécessaire. Question des infrastructures. Les infrastructures, c'était un point qui était posé, mais c'était une condition nécessaire, mais absolument pas une condition suffisante au développement. Lorsqu'on regarde les éléments de la démographie, non pas à une échelle courte, mais à une échelle longue, c'est-à-dire 40 ou 50 ans, on se rend compte que les territoires irrigués de toute nature, par le train, par la route, par l'avion, sont des territoires qui ont continué à avoir la croissance de leur population. À l'inverse, les territoires non irrigués, thrombosés, j'avais envie d'employer ce mot, sont des territoires qui ont subi une décroissance démographique ou une stagnation démographique. Situation paradoxale pour une ville comme Castres, qui est, si vous regardez une carte de géographie de la région Occitanie, qui est au barycentre de la région Occitanie. Castres est en plein milieu. Le centre géographique exact est à 8 km de Castres, entre Villeneuve-les-Avignon d'un côté et Nogaro de l'autre. Donc vous voyez que ce territoire devrait assez naturellement être un territoire dans lequel, sans envisager de croissance démographique exagérée, on pourrait répondre aux enjeux de ces. Donc pardon, monsieur Mandement.